L'Union européenne à l'épreuve du coronavirus, la violence du choc économique engendré par l'épidémie aura valeur de test pour la cohésion de la zone euro. Cette crise met déjà en lumière l'absence de solidarité entre certains États membres. Elle signe aussi l'abandon de règles budgétaires qui hier encore semblaient fondamentales. L'Union européenne telle qu'on la connaît aujourd'hui peut-elle survivre à un tel défi ? On voit cela tout de suite avec notre économiste Jacques Sapir. Bonjour Jacques, bienvenue. Merci d'être avec nous. De chez vous, confinement oblige. Jacques, que se passe-t-il au juste au sein de l'Union européenne ? Eh bien, Pierre, il est clair que la crise du coronavirus est un défi immense, un défi majeur pour l'Union européenne. L'absence de solidarité est aujourd'hui une évidence entre les pays de l'Union européenne. Depuis le début de la crise, en réalité, c'est le chacun pour soi. Au point que l'Italie reçoit aujourd'hui de l'aide de la Russie, de la Chine, de Cuba, même beaucoup plus que des autres pays de l'Union européenne. Alors, signalons d'ailleurs qu'une partie des masques de protection envoyés par la Chine à l'Italie ont été en réalité volés ou accaparés par le gouvernement tchèque à l'occasion d'une escale de l'avion qui les amenait en Italie. Alors, au-delà de ce triste épisode, cet incident est néanmoins très révélateur d'une absence complète de solidarité entre les pays de l'Union européenne, comme l'écrivait hier l'ancien Premier ministre belge Guy Verhofstadt, qui a fait un papier qui est extrêmement critique sur le mode de fonctionnement de l'Union européenne. Pour revenir un petit peu au commencement, Jacques, comment est-ce que l'Union européenne a réagi à cette crise sanitaire ? Alors, il faut savoir que dans l'Union européenne, il existe normalement un mécanisme de protection civile qui est censé coordonner les actions des différents pays membres. L'Italie, le 26 février, et l'Espagne, le 16 mars, ont demandé, par l'intermédiaire justement de ce fameux mécanisme de protection civile de l'Union européenne, du matériel de protection supplémentaire, en particulier des masques médicaux et des respirateurs. Ces demandes sont restées sans réponse. Et ça pose déjà un problème énorme. C'est ce qui a contraint d'ailleurs l'Italie de se tourner vers d'autres pays. Mais il y a bien eu une réaction, Alors, oui, bien sûr, il y a eu une réaction, mais vous voyez, ce n'est que le 19 mars, autrement dit 22 jours après la première demande, que la Commission européenne a décidé de créer une réserve sous le nom de, alors, excusez-moi pour l'acronyme, RESC-EU, la réserve européenne commune, qui concerne le matériel médical d'urgence, tel que des respirateurs, des masques de protection et du petit matériel de laboratoire, afin d'aider les pays de l'Union européenne qui sont dans le besoin. Seulement, cette réserve se heurte actuellement aux politiques des différents États membres de l'UE qui veulent garder pour eux ce matériel. Et comment vous voulez expliquer ça, Jacques ? Alors, il faut comprendre qu'il y a d'abord des facteurs objectifs. Tous les pays de l'Union européenne n'ont pas été touchés en même temps et avec la même gravité. La gravité de l'épidémie est différente suivant les pays. Ce qui veut dire que le sentiment d'urgence, et on le voit en particulier sur ce graphique, le sentiment d'urgence n'a pas été le même suivant les pays. Ajoutons que les stratégies suivies par les différents pays diffèrent aussi largement. Dépistage de masse en Allemagne, vous savez, on a parlé des 70 000 tests par jour qui sont réalisés en Allemagne, contre 9 000 en France. Le fait que certains pays veulent appliquer la fameuse théorie de l'immunité collective, c'est le cas de la Suède et des Pays-Bas. Bref, il n'y a pas eu de stratégie commune. Est-ce qu'on peut parler d'échec de l'Union européenne et comment l'Union européenne a-t-elle réagi sur le plan économique ? Alors, tout d'abord, oui, c'est incontestablement un échec. Après, cet échec, qui révèle d'ailleurs le manque de solidarité entre les pays de l'Union européenne, il se porte aussi sur la question économique. Reprenons un petit peu la chronologie. Le 6 mars, l'Union européenne accorde une aide temporaire et sous condition à l'Italie. Le 13 mars, elle commence à envisager des aides ciblées, mais qui sont largement inférieures à ceux dont les pays de l'Union européenne, Italie, France, Allemagne, Espagne, ont besoin. Enfin, le 23 mars, là, retournement de situation, nous avons la déclaration des ministres des Finances
qui décide d'abandonner la fameuse règle de stabilité budgétaire, vous savez, les critères de Maastricht. Autrement dit, c'est la mort de l'objectif de 3% du déficit. Mais ça, Jacques, c'est plutôt une bonne mesure, non ? Oui, évidemment. Seulement, ce que l'on voit, c'est que l'Union européenne a toujours été en retard d'un train pendant près de 2 semaines. De fait, ce sont les gouvernements des différents pays qui ont été contraints de prendre des mesures exceptionnelles, ces mesures exceptionnelles dont on avait parlé la semaine dernière dans cette émission. Donc, l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle fait en réalité ? Elle entérine la politique des États. Autrement dit, elle a implicitement reconnu que les gouvernements nationaux étaient les mieux placés pour gérer la situation. Et ça, c'est un énorme aveu d'échec. Mais si la Commission est dépassée, la Banque centrale européenne ne peut-elle pas agir ? Alors oui, effectivement, la Banque centrale européenne aurait pu reprendre la main. Sauf que Christine Lagarde, sa présidente, a loupé sa conférence de presse du 6 mars, il faut bien le dire, en laissant entendre que les taux de la dette souveraine italienne n'étaient pas son affaire. Et cela a eu des conséquences. Regardez, les taux italiens sur les bons du Trésor à 10 ans, ils ont brutalement monté. Alors, évidemment, la déclaration malencontreuse de Christine Lagarde qui avait provoqué cette forte tension sur les taux a immédiatement appelé des réactions. Madame Lagarde a corrigé le tir. Elle a décidé d'abord d'un plan de 750 milliards d'euros d'aide, mais il était déjà un petit peu trop tard. Alors, la BCE, aujourd'hui, et ça c'est, si vous voulez, en fait ils l'ont fait dans la nuit, les textes n'ont été publiés que ce matin. Donc aujourd'hui, la BCE a décidé d'un plan d'urgence, le PEPP. Alors excusez-moi, ça veut dire le Pandemic Emergency Purchasing Program. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est un programme d'achat des bons du Trésor des différents États sans limitation de volume. J'insiste là-dessus, sans limitation de volume. Et ça, c'est un grand retournement par rapport à la doctrine de l'Union européenne. Et n'est-ce pas particulier à l'Italie ? Alors, en réalité, non, parce que si on regarde la courbe du bon du Trésor à 10 ans français, bien sûr, il va rester avec des niveaux plus élevés, mais on observe à peu près le même mouvement, une baisse régulière jusqu'au 6 mars, et puis au 6 mars, il y a justement cette espèce de pic brutal. En réalité, il faut comprendre que les taux d'intérêt qui aujourd'hui sont en train de se calmer, mais qui sont quand même à un niveau supérieur au niveau qu'ils avaient au début du mois de janvier, eh bien les taux d'intérêt pourraient repartir à la hausse dès que l'on mesurera à quel point ces pays devront s'endetter. Vous savez qu'on parle de déficit budgétaire de 6, 8, voire de 10% à la suite de la crise, et dès que l'on mesurera l'ampleur de la récession avec des valeurs du produit intérieur brut qui vont reculer de 3 à 5% au minimum sur l'année. Mais que va-t-il se passer alors, Jacques ? Alors ça, c'est une bonne question. La zone euro va connaître, et c'est évident, une nouvelle crise. Alors bien sûr, nous avons le PEPP qui autorise ces rachats illimités d'actions publiques, mais ce programme, il faut le savoir, est très vulnérable. Il pourrait être en particulier contesté légalement devant la Cour de justice de l'Union européenne par différents pays. On pense à l'Allemagne, évidemment, qui est très opposée à ce genre de méthode, aux Pays-Bas ou à la Finlande. Nous avons aussi la discussion autour de la création des eurobonds, ou en tous les cas de bons du Trésor qui seraient liés justement à cette épidémie. Seulement, il faut savoir que les eurobonds, on en parle depuis 2011, et à chaque fois, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Finlande se sont opposés, se sont refusés à cette création. Alors, le constat, c'est que l'Union européenne aujourd'hui ne fait plus rêver. Il faudra penser très certainement à des revirements déchirants. Et on voit bien que c'est toute la construction européenne, de l'Union européenne à l'euro, qui est aujourd'hui durablement ébranlée par la crise. Un dernier exemple, Angela Merkel, qui a fait une longue déclaration il y a quelques jours,
n'a même pas évoqué une fois l'Union européenne dans cette déclaration, et on voit que même à Bruxelles, bien des responsables n'y croient plus. Eh bien, merci beaucoup, Jacques Sapir, pour toutes ces précisions très éclairantes, mais pas forcément très optimistes. À très bientôt, Jacques Sapir, sur RT France.